donc le TGV, le développement du TGV va se traduire par des pertes de part de marché de l'aérien vers le ferroviaire, notamment sur les liaisons domestiques, mais néanmoins, cette perte pourrait être compensée. Deuxième aspect, le réseau TGV, l'interconnexion donc des aéroports au réseau TGV, peut induire des trafics nouveaux. Il y avait un intérêt commun de la part des opérateurs du transport aérien et du réseau ferroviaire, à savoir que le solde de passagers était positif dans les deux cas, et c'est effectivement ce que les études annoncent. La question que l'on se pose, c'est comment doit agir l'État dès lors que le solde est négatif? Et en d'autres termes, est-ce que l'État peut subventionner? Je sais que le critère essentiel de l'essor du transport aérien tient à la réduction du temps de rabattement des passagers sur l'aéroport. Donc les problèmes d'accessibilité terrestre. Et là, il est clair que ce n'est pas le réseau forcément de TGV qui pourrait justement favoriser le développement du transport aérien, mais bien une interconnexion au réseau TER, au transport collectif, je dirais, classique, même routier, objectif de trafic poursuivi. L'intermodalité, par ailleurs, ce n'est pas simplement de la réalisation d'infrastructures, c'est aussi des conditions liées à la gestion et à l'exploitation donc des réseaux de réservation, avec des possibilités de transport combinant donc les deux modes avec des tarifs avantageux. Enregistrement des bagages dans toutes les gares et des billets communs avec des contractions de prix. Oui. Donc je finirai sur ce dernier point en disant que subsiste aussi le problème du financement, bien entendu. Ceci dit, je pense que ces questions sont bien présentes et le seront certainement dans les débats qui s'instaureront pour réagir sur le conjugat de tout cet ensemble de préoccupations, de réflexions. Quelles sont, à votre avis, les choses essentielles autour desquelles le chemin directeur va rester muet et comment éventuellement les formaliser. Moi, je pense qu'il y a finalement trois questions principales. La première, c'est effectivement la place des plateformes aériennes par rapport aux autres modes de transport, c'est l'articulation de chemin directeur. La seconde, c'est y a-t-il ou non le schéma européen prend le risque de le faire. Est-ce que le schéma directeur national doit aller jusqu'à ce point-là ou bien simplement laisser la porte ouverte en fixant une fonction minimum, en disant qu'au minimum, cette place 45 minutes autour de ces questions. Oui, Angéline Didaxo. Je crois que dans l'expression des besoins qui concernent donc les aéroports, on n'échappe pas à un souci donc de liaison au moins intra-européenne. Le port ne peut pas être déconnecté donc de ces grandes orientations de trafic. Donc ça c'est un point général, c'est-à-dire que toute cette desserte donc, de la façade atlantique doit être prise en considération dans l'aménagement qui sont différents. En ce qui concerne donc et notamment ils sont différents en ce qui concerne l'appréciation du mode de transport aérien par rapport aux autres modes. Et en ce qui concerne donc, le mode aérien, il est certain que l'appréciation de la durée est un facteur prépondérant qui a fait que le parcours ferroviaire donc, est descendu à 3h10 environ. S'est traduit effectivement dans un premier temps par une chute assez brutale donc, du trafic aérien. Or, sur ce type de plateforme, donc à trafic moyen, puisqu'il y a 2,5 millions de passagers par an, la part donc, des liaisons d'affaires est extra liaison pour des motifs personnels. D'autres considérations se font jour. Donc il y a des réflexions qui ont lieu actuellement, donc, notamment avec les collectivités. Pour ce qui concerne la plateforme de Bordeaux, je suis content qu'on ait parlé du TER. Nous avons fait une approche d'une desserte de l'aéroport par le TER, par une antenne TER. Donc j'ai envoyé, je crois que Jean-Yves Delotte a reçu le papier. Effectivement, jusqu'à présent, donc on raisonne intermodalité TGV, mais en réalité, on s'aperçoit qu'en creusant un petit peu, l'aspect TER est un aspect qui est externalisation des aéroports, de prendre en considération éventuellement donc, ce facteur de liaison ferroviaire par les trains régionaux. Merci. Bien, ça c'est une question sur laquelle on reviendra, je pense. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été évoqué au tout début de la première intervention concernant
le problème de la cohérence de date. On est sur le terrain, on se heurte régulièrement à des problèmes de cohérence entre les différents schémas directeurs. On a un exemple sur les problèmes de l'aérien et sur les problèmes de Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'effectivement, selon que l'on fait ou que l'on ne fait pas Notre-Dame-des-Landes, selon qu'on y donne une vocation ou une autre, le parcours du TGV Atlantique peut être influencé. Alors c'est vrai pour le TGV Atlantique, c'est vrai pour le schéma routier, c'est vrai probablement pour les villes portuaires, nécessaire entre les différents schémas directeurs. Et derrière cette nécessité se pose le problème de savoir jusqu'où on doit aller dans le degré de réflexion sur le schéma directeur. C'est évident que si le schéma directeur aéroportuaire, s'il est un simple catalogue, comme l'a été le schéma de 1973, on ne fera pas beaucoup avancer la réflexion sur les problèmes d'intermodalité et sur les problèmes de cohérence entre les schémas. Un simple exemple, donc Notre-Dame-des-Landes se pose le problème de savoir si on fait un doublet, si on fait des pistes éloignées, des pistes rapprochées. En termes de cohérence avec le schéma routier, ça a des incidences immédiates. Donc j'insiste sur le fait qu'il me paraît très important d'avoir une cohérence entre les schémas et de faire autre chose qu'un catalogue. Les gens qui sont contre cette idée, qui considèrent que le schéma directeur, c'est un catalogue dans lequel on dit bien sur telle plateforme aérienne, voilà ce qu'on attend, voilà comment ça marche, voilà quelles sont les éléments qu'on a vus. Est-ce qu'il y a... Ça coûte pas cher à l'État, alors c'est pas de confiance. Non, ça ne coûte rien à l'État, mais justement, quelle est la règle du jeu de l'État? Est-ce que c'est du pousser à... Et est-ce que vous avez le sentiment que le schéma directeur de l'équipe de 73 vous aide à tenir des positions claires devant les collectivités locales, ou bien est-ce que vous trouvez que le contenu... Dans un cas comme ça, le schéma est complètement oublié. Personne n'y fait référence. Mais si vous le lisiez vous-même... On a un petit stock là ici, on a un stock à trappe et on a un stock. Ça, c'est un plan pour vous repérer pour le montage. Atelier 3. Atelier 3. Problème d'outils à développer, de plans d'exposition au bruit, de se défendre contre les sociétés, les groupes de pression sur l'environnement. Je crois qu'avant, il faut peut-être avoir aussi, c'est peut-être pas d'ailleurs ici, on pas de la faire, mais avoir l'idée. Pour les zéros les plus importants, peut-être qu'il se pose un problème pour les petits zéros, où là on arrive à des chiffres qu'on peut faire. Mais la question, je crois qu'elle dans les propositions, il a déjà noté. Il faut avoir un peu d'autres arguments que des arguments de conviction qu'on peut avoir, hein, mais qui sont quand même... On parle de l'impact économique, mais pourquoi se limiter à l'impact économique? Parce que il y a...
C'est pour lancer la discussion, c'est vrai qu'il nous a... Quelqu'un pourrait nous la lire, cette Bon, cadre. on parlait d'emploi, de formation des valeurs, qui économiquement sont peut-être faibles, mais sociologiquement sont peut-être pas. Travailler à rien. Après, il y en a dans les ménages, c'est un procédé qu'on emploie souvent, en France, les ménages, c'est un d'aviation générale, travail aérien, taxi aérien, etc., ou bien seulement les aérosports sportives, etc. Ces besoins, on peut être d'accord sur l'idée qu'il faut donner à tous les Français une accessibilité à des aérodromes d'aviation légère et sportive, mais vous voyez, ici les Moulineaux, j'assimile ces hélicoptères, mais je l'assimile effectivement à une plateforme de taxi et de travailleurs. Bon, il y en aurait 10, il y aurait déjà moins de problèmes de nuisance et il y aurait beaucoup plus de satisfaction sans doute des usagers. Voilà un peu, c'est des mises en réflexion, mais je vais m'arrêter là. Mais c'est pour dire que les besoins sont très diversifiés, il faut peut-être y réfléchir. C'est qu'il existe des passerelles entre le ministère des Transports et l'Éducation nationale, il y a une convention qui existe pour de la formation. Il existe des passerelles entre Jeunesse et Sport et le ministère des Transports pour transférer les compétences d'instructeurs vis-à-vis du ministère Jeunesse et Sport. Il existe, ça existe, c'est que le rôle éducatif des aéroclubs a été prouvé. Et je crois que ça, c'est un argument qu'il faut défendre. Et vis-à-vis des collectivités locales, c'est important, dans la mesure où nos collectivités locales ont une mission maintenant d'éducation. Que ça soit associatif. Merci de le rappeler. Pas négligeable. À base de bénévolat essentiellement. Oui, oui, oui. Il y a aussi dans la... C'est sur le prix de bénévolat, c'est pas le même prix non plus. L'image de marque de l'aviation en général, donc c'est peut-être un détail. Une étude Kingler, mais ça qui prennent la fusion. Même s'ils respectent après bruit, et puis qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font encore plus de bruit avec leur tondeuse. C'est des bonnes réserves de chasse. Pour compléter le premier item, si cette option aéronautique vient au baccalauréat, c'est que l'Éducation nationale est parfaitement convaincue du rôle social de l'aviation de tourisme et de l'aviation légère et sportive au sein de ces jeunes. Actuellement, ça passe par un grand plan de formation qui passe par actuellement 1000 enseignants titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, 1000, qui ont accepté d'aller préparer des jeunes au brevet d'initiation aéronautique, OTT, pour faire fabriquer des avions légers en kit ou complètement bois étoile au sein du lycée. Et si l'Éducation nationale qui... du coup, l'entretien pour l'État de ces petites plateformes, les 300 en fait, qui sont citées dans la présentation. C'est le budget SBA des petites plateformes uniquement régies par l'État, parce que le coût induit par le SLBA est... Non. SLBA. Le travail des SLBA est très très apprécié par les utilisateurs. Oui, mais d'accord. Les équipes spécialisées. Alors, avant de donner la parole à M. Manga, qui l'a demandé depuis longtemps, quelqu'un va peut-être aborder le deuxième volet, puisque la tournée je vais répondre sur le côté public, c'est la première chose. Ça veut dire que le côté formation, renseignement, genre, c'est peut-être pas aussi avancé qu'on souhaite. Des rapports, en ce sens qu'ils doivent effectivement, pour la construction d'un aéronef, faire appel au pays, aux couleurs françaises. Donc ça aussi, ça fait partie dans la balance d'un élément qui n'est pas malheureusement pas aussi populaire que le vélo. Voilà. Et on dit ah, ça en fait partie. J'aurais terminé. C'est vrai. Et après, je vais demander quelque chose pour nous changer un peu les idées. C'est peut-être un aspect effectivement de communication externe vis-à-vis des médias pour un sport qui est, entre guillemets, aussi connu que le sport populaire. C'est peut-être un aspect, ça aussi. Ils sont en train de perdre. Un sacré débat, je peux vous dire qu'Alain, à ce sujet, certainement des points de... Sauf à la période des meetings Vous avez vu la perte, M. Nobel a sorti quand même, voilà, déjà assez, comment dire, tout un élément statistique sur les heures de vol, la perte des heures de vol et la perte des heures d'instruction. Bon, je vous propose d'avancer un petit peu plus vite parce que sinon la deuxième partie est quand même fort intéressante et importante dans le concret. La structure qui intéresse l'aviation civile, la partie effectivement financée entièrement par le BAC, la frontière n'est pas coupée au couteau. Donc il est bien évident que assez souvent des opérations sur la plateforme induisent des conséquences sur
l'impact significatif ou non sur les installations, sur ensuite les financements, notamment l'impact. À la fois en investissement et à la fois en fonctionnement. Sur le 7, autant ce qui est les 6 premiers points, l'opération relativement bien, effectivement, effectuée. On pourrait ajouter le contrôle général des travaux. Non, c'est normalisé. Non, mais le contrôle en tant que... Lui, il entend que dans l'ancien arrêté type de 55, on parlait de contrôle général des travaux. Ouais. C'est ça. Je parle de CGT, c'est un texte de 55 et pas du décret de 73 sur la prise de droit de public. Même quand on n'est pas maître d'œuvre, on a bien normalement un devoir de contrôle. Ça interfère avec les rôles des autres intervenants dans l'acte de construire, que sont les bureaux de contrôle, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les pilotes, et pour lesquels... L'entrepreneur était responsable. Tu avais parlé Là, de sécurité. On est dans un domaine vaste qui est le bâtiment et les infrastructures. Et il y a des normes de construction qui intéressent la gestion civile, Du radar, là, qui surveille la c'est le point suivant, monsieur Boss, c'est le respect des documents de Gravier n'a pas planification, des documents de servitude, il faudrait des documents de planification et de servitude. Est-ce que le projet... Quand on nous présente une construction sur un terrain notoirement mauvais, il n'y a pas d'étude de sol. On dit c'est pas bon. Mais on ne fait pas l'étude de sol. Exactement, on n'a pas eu d'intervention sur le terrain qui est bon. Si c'est pour construire l'aérogare, là, on n'a pas construit encore. Non, je crois qu'effectivement, pas pour s'entendre pour, on va le voir tout à l'heure, une approbation globale du projet et qui va permettre effectivement ensuite de l'engager financièrement et... Ce point 7, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui dans la circulaire approbation technique des APS. Ça. Et le respect des coûts, c'est par rapport aux coûts annoncés à... Parce que dans le temps, c'est Dans l'action 7, on est au niveau de l'APS. Il faut bien s'assurer, par exemple, que l'APS, pour les routes, ne représente pas 10 millions, alors que dans le programme, non. Attendez cela, parce que là, on reste dans la pause. De manière à ce que vous y réfléchissiez pendant la pause. On sait ce qu'on pour admettre comme philosophie générale pour permettre l'approbation de tous les projets par rapport à ces interventions. Bon, simplement, pendant la pause également, on y reviendra. Il faut effectivement qu'on se pose savoir si parmi ces 7 interventions, est-ce qu'il doit y en avoir d'autres pour approuver le projet toujours dans le cadre de l'approbation de l'instruction des projets. Et distinguer un tout qui serait 1 à 6 au niveau des interventions et de la distinguer de l'intervention 7. La succession de l'intervention 1 à 6, 7, qui rentre dans le détail technique des choses, porte vraiment sur les caractéristiques de l'opération. À l'énoncé d'un premier principe, action, de connaître l'opération projetée, donc de se situer en amont, bien en amont de l'opération, pour en connaître les objectifs, le programme au sens de la loi MOP. Ceux qui sont très familiers avec la loi MOP pourront donner éventuellement quelques arguments de la loi MOP. Donc on a une enveloppe financière, le mode de financement et le phasage. Alors, produire une notion nouvelle, qui serait une notion de dossier de prise en considération de l'opération. Et évidemment,
et en fonction des opérations, de leur nature, de leur importance, de leur impact, savoir si un dossier de prise en considération approuvé permet d'approuver l'opération dans certains cas, ou dans d'autres cas, c'est réduit ici. Bon, c'est un peu, ça c'est un résumé de ce qu'on vient de dire. Donc l'étude d'un début DPC introduit la notion de DPC. Alors, au DPC, si on doit aller plus loin, ça va entraîner effectivement de se poser la question de savoir en investir après la récréation. Après la récréation, ah oui, d'accord, là c'est différent. Enfin, une partie était